sans plus attendre, nous allons commencer par aborder... Pardon, je suis un peu perdu avec l'ordinateur qui est juste devant moi, mais ça va se mettre en route comme il faut, en courant de la soirée. On va aborder tout de suite la première table ronde avec la question des risques dans les musées, avec la question de l'anticipation, de la prévention et de la protection, et également la question de la réparation des dommages. Ces questions, en fait, vous allez voir, sont très importantes. C'est un préalable à tout. Et ce sera évidemment quelque chose qui va nous permettre, tout d'abord, de faire des constats et puis de se rendre compte, ce que je vous disais à l'instant, que certains travaillent d'arrache-pied à ces questions-là. Pour commencer, je vais appeler Céline Alain, qui est chargée... coordinatrice du plan de sauvegarde des collections à la Bibliothèque nationale de France. Et puis ensuite, je vais demander à Stéphane Secaldi, qui est chef du service incendie et assistance aux personnes au château de Versailles, de venir et nous allons aborder ces questions tout de suite. Alors vous allez voir, la soirée va être découpée en deux parties, je précise au préalable, avec évidemment à la fin de chacune des parties des questions avec la salle, donc vous pourrez intervenir après l'intervention des personnes. Notez bien vos questions, vous allez voir, on va essayer de rendre ça un petit peu interactif, un peu beaucoup interactif, puisque personne ne va présenter des conférences à part entière, ce sera vraiment des tables rondes avec des discussions qui sont mises en place pour ce soir. Donc, Madame Alain, qui est juste à ma droite, et Monsieur Secaldi, donc, avant de commencer, je vais leur laisser le temps de se présenter très rapidement. Allez-y. Merci avant tout de votre invitation, l'invitation de l'ICOM. C'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Je suis coordinatrice du plan de sauvegarde des collections à la BNF depuis 2013. Je suis titulaire du master de Paris 1 en conservation préventive et j'ai travaillé auparavant dans des musées comme le musée du Petit Palais, le musée du Quai Branly et le Louvre, en particulier sur des chantiers de collection. Et Monsieur Secaldi. Oui, bonsoir à tous et merci de votre accueil. Donc effectivement, je suis actuellement chef du service incendie du domaine national du château de Versailles et des Trianons. C'est assez long, c'est l'appellation officielle. J'y suis depuis 2005, mais j'ai initialement une formation de conservation, puisque ma formation initiale c'est chartiste, et je suis effectivement issu d'un cursus scientifique, et puis par hasard j'ai atterri dans un uniforme. Ça, c'est un hasard de parcours que je ne regrette pas, mais qui me donne une double vision. Donc, j'ai commencé, moi, ma carrière au Louvre. J'ai continué à Guimet. Je la continue maintenant à Versailles, tout en sachant que je suis aussi expert au niveau de la protection du patrimoine pour les services d'incendie et de secours au niveau national, donc au niveau du COGIC. C'est un gros mot, mais c'est tout simplement le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur qui fait appel à moi quand en France, il y a un sinistre important concernant le patrimoine, puisqu'actuellement, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, mais je suis le seul à avoir le double cursus scientifique et opérationnel pompier. Donc, appel aux candidatures. Voilà, ça n'était pas caché. Donc, au préalable, en fait, une question, tout simplement. C'est la question en fait, de cette première partie. Quel risque dans les musées ? Voilà. Comment avez-vous pu évaluer la question de ces risques-là ? Comment avez-vous pu justement les déterminer et surtout après, vers quoi êtes-vous parti pour commencer votre travail ? Au choix. Voilà. Merci. Alors les risques dans un établissement comme la BNF sont multiples. La question de l'élaboration du plan de sauvegarde des collections a été initiée autour des années 1996, alors que survenait à quelques pas d'ici un incendie, l'incendie du Crédit Lyonnais. Bon, il s'est produit à peu près au moment de quelques mois avant l'ouverture du site François Mitterrand, et les collègues étaient sensibilisés au risque incendie. Depuis cette date, on a plutôt connu des fuites et des inondations d'origine
diverses. En fait, le risque dans un établissement comme le site François Mitterrand, par exemple, c'est essentiellement un risque eau, du fait de la complexité du bâtiment. Dans ce type de bâtiment, on a 140, plus de 140 km de gaines où circulent des eaux pour le système de sprinklage, pour l'extinction incendie. De l'eau aussi pour la climatisation des magasins, de l'eau pour les services, donc l'accueil du personnel, les eaux usées, l'évacuation des eaux pluviales, etc. Donc au bout de 20 ans, bien sûr, le vieillissement des installations nous a conduit à devoir faire face à différents accidents, des fuites. Donc on a abordé plutôt le risque eau en provenance d'une défaillance technique. Et le site François Mitterrand, comme le site de l'Arsenal étant situé aux abords de la Seine, effectivement, on a été amené à rédiger un plan contre le risque d'inondation, donc un PPCI, qui continue de se développer. Bon, évidemment, quand on aborde la question des risques, on doit faire face à pas mal de résistance. Et ça, je pense que ça fait partie d'un risque très, très important qu'on n'a pas l'habitude d'aborder comme un risque en tant que tel. On a l'habitude de parler de risques technologiques, de risques naturels, mais aussi le risque de ne pas pouvoir informer et transmettre, parler ouvertement et sans complexe des risques dans nos institutions. Oui, je vais un peu rejoindre la même chose. Aujourd'hui, ce qui nous fait prendre conscience du risque, c'est les nouvelles techniques de communication. Le risque, il existe depuis toujours, quel qu'il soit. Et pour les secours, en fait, il y a 3 types de risques. Il y a le feu, c'est immédiat, c'est radical, c'est spectaculaire. C'est ce qui s'est malheureusement passé à Rio, mais sans remonter à l'Antéchrist, on a l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est plus vieux. Mais effectivement, ça a quand même existé au début de notre ère. Donc il y a ça. Ensuite, il y a l'eau. Et pour le monde de la conservation, quel que soit le type de conservation, que ce soit musée, bibliothèque, archive, c'est le domaine le plus connu. Parce que quel n'est pas le gestionnaire de collection qui a rencontré un jour une fuite d'un conduit, d'une gaine, ou un toit qui fuit, un radiateur qui claque, ou tout simplement de l'eau renversée sur les collections. Et le feu implique l'emploi de l'eau. Donc là, ça devient un peu incompatible. Et le troisième risque, on l'oublie souvent, mais ça, j'ai entendu parler de Cologne tout à l'heure, effectivement, pour les archives d'Allemagne, c'est l'effondrement. Un bâtiment qui s'effondre. Bon, ça s'est passé il y a quelques jours, malheureusement, à Marseille, mais ça peut se passer sur un bâtiment de collection, avec des œuvres à l'intérieur, pour des raisons quelconques, une usure du bâtiment, ou une grue qui tombe dessus, enfin n'importe quoi. Donc ça, c'est les 3 types de risques qui existent depuis toujours, mais qui, depuis la diffusion Internet, la télévision, ces nouvelles techniques de communication, qui amènent beaucoup de gens à prendre conscience de ce type de risque et à tenter d'anticiper les choses. Effectivement, j'ai entendu une phrase que je connais bien, qui est ça effraie de prendre en compte le risque. Parce que si on en parle, on se dit que ça va arriver. Mais malheureusement, oui, ça peut arriver. Et c'est pas parce qu'on en parle que ça va arriver forcément. Et effectivement, il faut, en anticipant les choses, on n'empêchera pas la chose d'arriver. C'est souvent inévitable pour les gros sinistres, mais on en atténuera au moins les conséquences, ou on tentera de le faire. C'est-à-dire que la prise en compte des risques va permettre d'envisager des actions, qu'elles soient internes ou externes. Donc interne, c'est les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui conservent effectivement les collections, quel que soit le niveau de grade hiérarchique de la personne. Ça va du directeur, conservateur général, conservateur, jusqu'à l'agent de surveillance de base, qui peut avoir une action aussi salvatrice. Et puis après, on va en passer au secours public. Et les secours publics, qui, eux, ne sont pas formés scientifiquement à ce type d'intervention, puisque vous prenez un pompier, il va vous éteindre un feu de musée de la même manière qu'il vous éteindra un feu de voiture ou un feu d'appartement. Donc forcément, les conséquences avec l'emploi des moyens, notamment hydrauliques, ne vont pas être les mêmes. Donc le but, c'est d'anticiper aussi, notamment par la formation. Ça regarde le monde pompier, mais on y vient de plus en plus. Et au final, pourquoi les deux mondes ne se parleraient-ils pas ? Alors, avec aujourd'hui les nouvelles générations, l'Institut national du patrimoine, à l'INP maintenant,
il y a un module et on les accueille au château de Versailles. Donc je ne sais pas s'il y a des gens en face de moi que j'ai déjà accueillis sur le site même de Versailles, mais on les accueille une demi-journée en sûreté et en sécurité. Donc en vol effraction et en catastrophe. On sensibilise, c'est pas en 2 heures qu'on peut arriver à former quelqu'un. Le but, c'est d'un peu allumer une petite lumière, d'appuyer sur un bouton et de faire en sorte qu'il y ait une petite case quelque part qui se dit, tiens, ça existe. Si un jour j'ai à gérer une collection, il faudra quand même que j'y pense. Effectivement. Et ça, c'est aujourd'hui, à mon avis, une avancée majeure que le monde technique parle au monde scientifique et vice-versa. C'est apprendre à se connaître, apprendre à partager nos expériences et ne pas exister chacun dans notre monde, puisque là, on va dans un mur. J'ai 51 ans, donc j'appartiens à un monde où, quand j'ai fait mes études, le scientifique ne parlait pas au technique et vice-versa, avec une condescendance particulièrement affirmée. Oserais-je le dire comme ça, et c'est un gros euphémisme, parce que le mépris était souvent... Mais il était réciproque. Hein. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Alors, c'était pas le cas de tout le monde, mais c'était quand même... il y avait une espèce de frontière qui ne se franchissait pas, on appartenait à... Voilà. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est effectivement la prise en compte des 3 risques. L'anticipation, elle est primordiale, et c'est anticiper non seulement par de la protection en amont, mais aussi par de l'action en cas de problème. Les envisager. Et justement, puisque là, vous abordez la question des formations de chacun par rapport à tout ça. Alors, ce qui est vrai peut-être au château de Versailles par rapport aux étudiants de l'INP, puisque c'était l'exemple que vous donniez, par rapport aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux gens de la sécurité professionnelle. Je vous donne un exemple. Je suis directeur d'un musée, voilà, dont ce qui se trouve en Lorraine. Donc la question des risques, nous connaissons, nous en avons largement entendu parler, notamment avec le château de Lunéville et le tragique incendie qui s'est produit il y a une vingtaine d'années maintenant. Pour autant, je suis en train de faire mon plan de sauvegarde du musée, donc autant dire que cette soirée tombe très bien. Et j'ai beaucoup de mal à me faire entendre de la part des sapeurs-pompiers, alors sans question de condescendance, mais plutôt question de volonté ou de mise à distance dessus. Est-ce qu'il est envisageable éventuellement un jour d'avoir cette question de formation et de lien réel et de transversalité avec les professionnels? Alors, Paris, c'est pas fait en un jour, et ce type de problématique ne se réglera pas en 2-3 ans. Je pense qu'il faut une génération pour arriver à faire mûrer. C'est long, mais bon, après, le patrimoine, c'est aussi long. Donc voilà, il faut anticiper le plus vite possible, mais laisser le temps au temps que les mentalités mûrissent. Depuis maintenant 1 an et demi, si l'INP, depuis plus longtemps, fait venir ces jeunes conservateurs en formation dans les sites, il n'y a pas que Versailles, hein, parce que je sais que il y a aussi le Louvre, il y a plusieurs sites de visiter. Il est maintenant établi un séminaire de formation et de sensibilisation auprès de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence-les-Milles. Ça, c'est nouveau. Alors, c'est moi qui effectivement actuellement fait ce cours, mais ça n'existait pas, et certains reviennent me voir à la fin de la formation, du cours, en me disant, de la conférence, en me disant « Ah bon, on ne prenait pas conscience des risques que ça entraînait. » Parce un risque, un sinistre qui va toucher le patrimoine, quelle que soit sa nature, ça va d'abord détruire des objets, des choses précises, physiques, mais ça va aussi atteindre une conscience collective. Et c'est là où j'arrive à leur faire prendre conscience maintenant de plus en plus qu'une œuvre d'art, un livre, une archive, c'est une victime au même titre qu'une victime d'un accident de la route, sauf que là, il n'y a pas de victime humaine, ce sont des victimes objets. La plupart du temps, dans les sinistres qui touchent le patrimoine, la problématique humaine est terminée depuis un moment. Tout simplement parce que souvent les sinistres se passent à des moments où il n'y a plus personne, ou pas grand monde, et donc l'humain est extrait très vite de la problématique. Donc on n'a plus besoin, entre guillemets, de sauver les personnes. Là, on passe au sauvetage des biens, et ça, effectivement, ça ne s'envisage pas de la même manière. Et un musée, c'est pas un pavillon. C'est un peu plus grand, il y a un peu plus de choses. Un musée où... Quand je dis musée, c'est un bâtiment patrimonial, peu importe ce qu'on a à l'intérieur, parce que les livres aussi, les archives. Un bâtiment conservant des collections, effectivement, ça ne s'envisage pas de la même manière. Maintenant, les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, commencent à connaître mon existence. Donc j'ai de plus en plus de demandes. Là, je reviens du SDIS 60, à Beauvais, où on a pris en charge les problématiques de la cathédrale, du musée également départemental de l'Oise, avec un immense tableau de Thomas Couture qui est intransportable en cas de problème. Donc il fait 11 mètres, je crois, ou 9 mètres sur 6. Enfin, donc c'est absolument imbougeable. Donc on a une vraie prise de conscience. Après, il y a un problème humain. D'un point de vue réglementaire, personne
aucune collection n'est astreinte à établir un plan de protection des œuvres. La loi ne vous l'impose pas. Il n'y a rien. Les seuls textes réglementaires qui soient imposés aux collections, c'est la prise en compte du risque humain. C'est la préservation des personnes et l'évacuation en cas de sinistre. Il n'y a rien d'autre dans les arrêtés. Or, forcément, le reste, c'est du plus. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut prendre le risque de perdre une collection en disant c'est bon, l'humain est sauvé, le reste, on fera ce qu'on peut. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable. Mais il faut petit à petit préparer le terrain. Justement, on l'a vu avec le fameux incendie de Rio dont on parle depuis le début de la soirée, avec l'émoi qu'il y a pu avoir par rapport à la perte des collections. Donc ce qui est vrai pour un musée est vrai également pour une bibliothèque. Hein, ce que vous disiez, la question du plan de sauvegarde, on l'abordera tout à l'heure justement avec Céline Alain, il n'y a même pas de ligne directrice qui permet de le rédiger, de l'imaginer, de le construire. C'est quelque chose qui est en train de se faire vraiment. Peut-être que vous pouvez en toucher juste 2 mots très rapidement maintenant, et puis on détaillera un petit peu après dessus, Céline. Sur effectivement, oui, parce que voilà, juste une petite parenthèse sur le dialogue interprofessionnel. On a la chance à la Bibliothèque nationale d'avoir, comme au Louvre, une brigade de sapeurs-pompiers. Je dois dire qu'ils sont très sensibles à la question de la conservation et qu'ils sont très en demande d'apprendre de notre part les bons gestes et les bons gestes pour sauver les collections en cas d'incendie, en cas d'inondation grave. Ce sont des personnels qui sont présents sur le site 24 heures sur 24, donc on compte aussi beaucoup sur leur pertinence pour agir en cas de problème. Donc ces collègues sont intégrés dans notre programme de formation dans le cadre du plan de sauvegarde des œuvres exposées. Donc on leur transmet les consignes, on les forme aussi à la manipulation. On les forme à la manipulation aussi de collections d'objets, de livres qu'on peut conserver dans les magasins. Alors sur la question des lignes directrices pour le plan de sauvegarde des collections, le ministère de la Culture avait édité en 2006 un guide qui est plutôt bien fait, mais c'est vrai qu'on peut trouver qu'on peut trouver facilement sur Internet. Je ne pense pas qu'il soit dépassé, mais au contraire, il reste toujours très, très pratique. Depuis cette date, des directives ont été données et je crois qu'on fait plus... le problème qu'on rencontre actuellement quand on se lance dans la rédaction du plan de sauvegarde des collections, c'est qu'on doit digérer une documentation pléthorique, au point qu'on ne sait plus très bien quel guide fait foi par rapport à un autre. C'est pourquoi, avec plusieurs collègues, notamment du Louvre, des Archives nationales, du Quai Branly, on s'est lancé dans un projet de rédaction d'une norme internationale pour la rédaction des plans de sauvegarde des collections. On pourra en parler tout à l'heure si vous préférez. Oui, comme ça, ce sera en lien avec la seconde partie, justement. C'est ce qu'on avait... Il y a un petit peu de préparation quand même, hein, je vous avoue. C'est ce qu'on avait abordé justement sur la seconde partie, mais comme vous abordez, voilà. Oui, allez-y. Ouais. Oui, pour compléter, effectivement, sur les gros sites qui comportent un service de sécurité incendie dédié, la BNF, les Archives, le Louvre, Orsay, Versailles, effectivement, il y a du personnel qui est particulièrement sensibilisé et qui souvent est venu volontairement, je parle des sapeurs-pompiers. Effectivement, il y a une vraie communication. Il y a une vraie culture qui s'est créée depuis 20 ans et qui fait que ça fonctionne assez bien dans l'ensemble. Après, le reste, il ne faut pas oublier que sur les autres sites de France et de Navarre, si je peux dire ainsi, on va se retrouver avec les secours publics du coin qui vont avoir plein de choses à faire. Et pas que les musées, ou les bibliothèques, ou les archives. Et donc, en gros, c'est un surplus d'activités qui n'est pas forcément encore bien envisagé, puisque je reviens toujours sur cette problématique de sauvetage des personnes et des biens, où c'est l'humain qui va l'emporter, bien évidemment, et où forcément, en cas de sinistre, on va d'abord tenter de traiter l'humain, étant donné que réglementairement parlant, on n'a rien d'autre. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être un coinçage psychologique au niveau de l'Alsace-Lorraine. Mais après, issu... Moselle, oui, bon. C'est pas loin. Il y a ce côté chauvin, c'est pour ça. C'est pour ça. Effectivement, on va se retrouver avec des problèmes de suractivité
Et la chose faisant, on n'a pas pléthore de personnel pour traiter les problématiques. Maintenant, en ce qui concerne le plan de protection des fleuves, plan de sauvegarde, enfin peu importe comment on l'appelle, en gros, c'est un guide opérationnel pour aller sur le terrain en cas de problème, savoir quoi prendre en premier, comment le sortir et où le mettre. C'est un peu ça, la finalité de la chose. Et il ne faut pas oublier que ce document, il n'est pas à la charge des secours publics. Il est à la charge de l'exploitant, qu'il soit public ou privé, c'est-à-dire les conservateurs ou les propriétaires de châteaux. Dans les Yvelines, on a quand même Breteuil, Dampierre et Thoiry, et je peux vous garantir que c'est des petits musées à eux tout seuls. Archives, bibliothèques, musées, les trois. Un vrai patrimoine monumental. Donc ça veut dire qu'il faut envisager une norme, effectivement, ça c'est en gros un canevas commun, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il y a eu plein de choses de faites, de manière isolée, et c'est très bien parce qu'au moins ça existe. À Chantilly, dans l'Oise, vous avez Madame Garnier-Pell, qui est conservateur général de Chantilly, qui a fait établir un plan de protection de sauvegarde des œuvres avec le SDIS, la caserne locale, et ils font des manœuvres tous les mardis, éventuellement dans les collections. Ça, c'était très novateur. Il y a la même chose à Toulouse. Le lieutenant-colonel Chauvet avait fait pareil. Il y a la même chose à Colmar. Dans les Yvelines, on a fait une espèce de fausse norme. On a fait un canevas commun. On en est au 15e plan de sauvegarde des œuvres, pour l'ensemble du département. Château privé compris. La cathédrale de Versailles est traitée. Le château de Versailles n'est pas traité, je vous le dis tout de suite. C'est un peu compliqué. Il y a trop de conservateurs, ils ne s'entendent pas entre eux pour voir ce qui est prioritaire. Voilà, ça c'est dit. Mais effectivement, c'est ma sculpture, mon meuble, mon tableau, ma tapisserie. C'est un peu compliqué. Évidemment, ce qui est dit dans cette salle ne sortira pas dans cette salle, Absolument. sauf par le biais de YouTube. Sauf par le biais nous de sommes bien YouTube. d'accord. Voilà. Non, on y vient effectivement, parce que je comprends que ce soit, je vais employer un mot fort volontairement, un peu provoquant, c'est un viol intellectuel pour un gestionnaire de collection d'envisager la perte d'une partie de ses collections. Parce que quand on vous demande de faire un plan de sauvegarde, on vous demande d'envisager de perdre le reste. Tout simplement. Et ça, d'un point de vue intellectuel, je comprends que ce soit très compliqué. Alors, si on peut tout sortir, on sortira tout. Mais on sortira en priorité ce qu'il y a dans le plan. Et ça, donc, on vous demande de le prioriser. Donc, ça veut dire qu'on vous dit, on priorise. Donc, c'est-à-dire que le reste, on prend le risque de le perdre. Définitivement. C'est pas évident pour un scientifique. Moi, j'ai entendu « Ah non, non, on sauve tout, on sauve tout, on sauve tout. » Ben non, on peut pas tout sauver. Mais on vient vous aider. Non, vous pouvez pas nous aider, c'est pas possible. Vous pouvez pas, on a entendu ça tout à l'heure. On peut pas mettre de tenue de feu. On n'est pas formé à rentrer dans le sinistre. Physiquement, techniquement, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Et si vous demandez à un pompier qui n'est pas formé à 4 heures du matin de faire un choix, ça sera pas forcément le vôtre. Et on risque d'avoir une mauvaise surprise. Et je leur dis, moi, souvent, c'est pas ce qui brille le plus et le plus gros qui a le plus de valeur. C'est le beau subjectif, mais c'est quand même un peu ça. Et le plan de sauvegarde des œuvres, établir une norme, ça veut dire aussi que le plan qui va être élaboré par les gestionnaires de collection ne va pas être utilisé par eux. C'est pas eux, c'est eux les concepteurs, mais c'est pas les utilisateurs. Donc il faut qu'on parle le même langage. Parce que si vous faites un joli plan, sublimissime, en mettant plein de détails et en écrivant, je vais prendre un titre bidon, tout compris, la circoncision du Christ au temple par Eustache le Sueur, mal barré pour qu'il trouve le bon. Ça, c'est gagné. Ou un Blaheux quelconque à la BNF. Parce que Eustache le Sueur, à mon avis, ils ne savent pas. Hein. Donc ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est des choses très simples. C'est caricatural, hein. Mais c'est en gros, c'est la chasse au trésor avec on part de là, on va là-bas, on le trouve là, on le décroche comme ça, et ça ressemble à ça. Point terminé. La hauteur, la longueur, le poids. Et je suis désolé de vous le dire, mais un pompier fait quand même 3 heures de sport par jour, donc il peut porter un peu plus lourd que la plupart d'entre nous. Donc ça veut dire que c'est pas la peine d'envisager 14 installateurs pour déplacer un tableau de 100 kilos. Hein, c'est pas... Et puis si on colle le tableau et qu'on fait un trou dedans, eh ben, les restaurateurs le resteront, mais au moins il sera sauvé. Alors justement, après, pour ces questions de déplacement d'œuvres, d'ouvrages et autres, la question aussi de la présentation et de la conservation en salle ou dans les réserves est essentielle. C'est quelque chose qui est à prendre en compte également pour cette prévention des risques. Depuis maintenant 4 ans, on envisage au Louvre, après c'est la BNF, parce que c'est vrai que pas au Louvre, pardon, à Versailles, on envisage des moyens de stockage spécifiques, des cloisonnements, et on envisage en cas de problème, dans les centres de secours, il y en a 4 dans les Yvelines répartis géographiquement, avec des matériaux spécialisés qui ne servent qu'à l'extraction des œuvres. Ça a un coût financier réel. Il a fallu faire violence au service financier du SDI 78 pour arriver à sortir 20 000 euros, 4 fois 5 000 euros, pour acheter des caisses,
des gants, des chariots, des diables, uniquement dédiés à l'extraction d'œuvres d'art en cas de problème. Le SDI 60 va faire pareil, 30 000 euros. Et donc là, c'est en route. Angers l'avait déjà fait avec le musée de la tapisserie. Donc ça vient. Et je vous dis encore une fois, ça va être compliqué. Et dans la problématique du papier, les livres... Oui, à RDLF, il n'y a pas que du papier. Voilà, les livres, vous avez les cabinets médailles, il y a les objets, il y a tout un tas de choses. Oui. Mais effectivement, dans la problématique papier, surtout livres et archives, on va se retrouver confronté à trouver la localisation et au poids très vite important des ouvrages. Donc effectivement, tout ça, ça s'anticipe. Et chaque cas est particulier. Même si on peut avoir une méthodologie générale, chaque œuvre, chaque cas est particulier. C'est pour ça qu'il faut le faire au cas par cas et qu'il faut sensibiliser tout le monde et se parler. Oui, alors sur la question de la priorisation des collections, c'est vrai que c'est le premier écueil qu'on rencontre quand on doit rédiger son plan de sauvegarde des collections. Mais on s'aperçoit en regardant un petit peu dans les archives, et surtout dans cette période d'anniversaire de la Première Guerre mondiale, que les collections ont été déplacées à plusieurs reprises au cours des 2 dernières guerres. Et des priorités ont été déjà définies à cette période. On a des listes dans les archives. Qui pourraient être actualisées, mais enfin ces archives pourraient nous servir de base de travail. D'autant qu'on sait combien de caisses, comment elles ont été déplacées, les archives sont quand même assez précises de ce point de vue-là. Donc la question de la priorisation est plus un problème psychologique qu'un problème réel de faisabilité. Sur le plan du matériel, on a des réserves l'ABNF est doté de dépôts à proximité des magasins, donc des dépôts dans lesquels on conserve du matériel pour la protection et l'évacuation des collections. Donc ce sont des bâches contre le risque eau, des bâches ignifugées et des caisses. Et les collègues sont formés à l'évacuation des collections. On a des caisses pour l'évacuation des collections de livres et tout un équipement aussi pour les salles d'exposition, puisque à François Mitterrand, sur le site François Mitterrand, on organise plusieurs expositions par an et on a beaucoup de prêteurs, donc on emprunte beaucoup de collections et effectivement on doit pouvoir assurer nos collègues de la bonne sécurité des collections. Donc là aussi on a un plan et du matériel pour faire évacuer ces collections en cas de problème. Sur le fait que le plan de sauvegarde s'adresse essentiellement aux pompiers, là j'ai une petite réserve, parce que en fait, effectivement, c'est sa destination initiale. En cas d'incendie, c'est évident qu'on ne pourra pas intervenir, mais nos risques quotidiens sont plus variés. Je dois dire que nous, on fait plus souvent face à des problèmes d'inondation pour lesquels il faut qu'on soit préparé et pour lesquels on doit intervenir même sans le recours, l'aide des pompiers. Donc notre plan de sauvegarde comprend une série de fiches de procédures qui s'adressent aux collègues pour prendre les premières mesures pour endiguer l'eau, protéger les collections, les évacuer et procéder au premier traitement de stabilisation. On est entièrement d'accord sur la chose de la prise en compte en interne, mais là on parle Versailles, BNF, le Louvre, c'est-à-dire des usines, des grosses boutiques, où il y a du personnel. Si on va prendre le cas de collections de province, et pas forcément en Moselle, donc de cas de petites collections ou de collections avec beaucoup de choses mais pas beaucoup de personnel, on va se retrouver confronté à un problème de prise en main. Et effectivement, là, ça va retomber sur les secours publics. Les grosses structures, elles peuvent s'autosuffire très vite en cas d'évacuation parce que y a des centaines d'employés, il y a du monde de partout. Et effectivement, nous, on l'a envisagé aussi dans la prise en compte des plans de protection des œuvres, pas seulement par l'interne ou par les secours publics, mais aussi par les réseaux associatifs locaux. Le CFBB pouvant en faire partie. Le comité français du bouclier bleu pouvant intervenir dedans. Rien n'est mis en place aujourd'hui de manière coordonnée. C'est en gestation, c'est en réflexion, mais faire appel aussi aux associations d'amis de musées qui peuvent être jointes pour venir aider au déplacement, surtout s'ils habitent à côté. Donc on peut créer une espèce de réseau, parce qu'effectivement, la prise en charge immédiate, et qui est sur place tout de suite? Ceux qui travaillent sur site, pas les secours publics. Les secours publics, le temps qu'ils se mettent en branle, ça va prendre entre 5 et 30 minutes.
en fonction de là où ça va se produire, de la distance, du délai d'intervention, de la mise en place des secours et des moyens. Donc ça va prendre du temps. Effectivement, les premiers qui vont être sur place, c'est ceux qui sont sur place. L'inondation, n'importe qui peut plus ou moins la traiter, il suffit d'emporter. Le feu, c'est plus pareil. L'effondrement, ça rejoint la problématique du feu. Il y a un risque humain, physique. Et là, effectivement, ça s'adresse à des spécialistes. Alors justement, parce que vous parlez de cette différence entre les musées nationaux et les musées en région, on pourrait très bien aussi imaginer, donc, comme vous disiez, la proposition de faire participer des associations. On peut faire participer également, si le musée est municipal, la collectivité de tutelle. Vous avez des exemples de... Rambouillet. Rambouillet. La ville de Rambouillet, bon, comme c'est le 78... On va pas revenir sur qui était maire de Rambouillet jusqu'à il y a peu. C'est le président du Sénat actuel, c'est Gérard Larcher. Donc il était assez sensibilisé sur la problématique que le service d'incendie et de secours du 78 amenait. Et quand on a titillé un peu les maires avec des grosses collections, il y a la carte des chasses de Louis XV dans l'hôtel de ville de Rambouillet, hein, entre autres, des dépôts du Louvre. Voilà, il y a quand même des choses importantes. Donc il y avait été envisagé 4 plans de protection des œuvres. La mairie, l'église, le musée du train et Archives Médiathèque, c'est le même bâtiment. C'est pas les mêmes gestionnaires, mais c'est le même bâtiment. Donc il y a 5 plans, en fait, sur cette commune, qui sont dans la mallette de permanence du cadre d'astreinte de la ville de Rambouillet. Et ces plans sont sous enveloppe scellée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas voir ce qui est prioritaire, parce que plan de protection, c'est voleur, mode d'emploi. Il faut quand même le savoir. Hein. Donc d'un point de vue gestion, ça vous dit quoi, où, quand, comment. Après, il y a un problème de conservation de l'information. Donc il est hors de question que ça finisse dans une caserne. Ça, c'est absolument impensable. Ça finira dans un endroit précis. Plus tard, avec l'informatique, on peut envoyer un plan à débloquer d'un point de vue verrou informatique, hein, tout simplement. Mais effectivement, à Rambouillet, les cadres techniques sont formés pour. Et ils seront appelés en même temps que les pompiers. D'accord. Oui, donc en fait, là, c'est... Finalement, on fait de cette question de risque non pas un problème de musée ou un problème de responsable de sécurité, mais vraiment un problème de société, enfin, oui. Une volonté de développer le tout. Pour la BNF, justement, vous considérez que le personnel qui est au sein de la structure peut se suffire à lui-même, avec évidemment les pompiers qui sont en interne, ou vous auriez éventuellement besoin, dans votre plan de sauvegarde, d'intervention extérieure ? C'est toujours délicat de dire qu'on aura besoin de personnes, mais le plan de sauvegarde des collections prévoit l'autosuffisance, notamment en cas de crue. En cas de crue de la Seine, il est évident qu'on ne pourra pas faire appel aux pompiers de la ville de Paris qui seront ailleurs. On ne pourra pas sortir, enfin ce serait dangereux de sortir les collections du site, et il y aura forcément, on devra faire face aussi à des problèmes d'accès, de circulation dans Paris. Donc là, on est dans une démarche d'autosuffisance, mais on a recherché et noué des partenariats avec d'autres institutions, et en particulier avec les archives nationales, avec qui on a une convention d'aide mutuelle. Alors, sur les conditions de mise en œuvre de cette convention, il y a encore certainement des choses à préciser, mais on s'appuie sur cette convention pour travailler dans la phase de préparation, à identifier des protocoles de traitement pour des supports qu'on connaît moins bien, par exemple les procédés photographiques. On a un travail depuis 1 an avec les archives nationales sur ce dossier. Donc voilà, on s'appuie sur... Enfin, on ne pense pas pouvoir se débrouiller tout seul, on doit être autosuffisant, et on cherche à développer nos compétences en lien avec d'autres institutions quand c'est possible. Et puis on a aussi une action de formation pour les collègues des bibliothèques. Donc tout ce travail est partagé à l'occasion de formations qui sont données soit à la BNF, soit directement sur le site des bibliothèques qui en font la demande pour organiser, par exemple, un exercice grandeur nature. Bon. Le Louvre a envisagé la même chose, puisqu'en fait, moi, quand j'étais encore au Louvre, on préparait la crue centenale. Et n'oubliez pas qu'une partie des réserves du Louvre est sous le niveau inondable. Alors aujourd'hui, ça a été évolué, ça a été vidé, déplacé, mais à l'époque, il y avait le risque. Et ils n'avaient pas tout déplacé. Donc il avait même été envisagé, j'étais déjà parti, mais j'étais à guillemets, mais il avait été envisagé à ce moment-là
de requérir les personnels locaux sur base de volontariat, ils s'étaient inscrits sur des listes, et de les loger pendant 2, 3, 4 jours. C'est-à-dire qu'il y avait même une intendance des lits, des matelas, des couvertures pour les faire coucher sur place pendant 3 jours, le temps de remonter toutes les collections dans les étages non inondables. Ça, c'était pour la queue centrale. Donc ça avait été effectivement envisagé en interne, sachant qu'effectivement, en cas d'inondation, les secours publics seront pris ailleurs. On l'a vu pour les grosses inondations il y a 2 ans, où dans les Yvelines on a été touché. J'ai des exemples précis. Le moulin d'Aragon et Luard, à 50 ans en Yvelines, a fini sous 1,80 m d'eau, y compris leurs archives personnelles au rez-de-chaussée. Le musée Promenade de Port-Marly, là, c'est carrément 1,50 m. Mais évidemment, quand on construit un musée dans un trou qui est un ancien abreuvoir, un beau jour, ça reprend sa forme, et les collections avec, c'était les réserves, bien sûr, qui étaient en bas, sinon c'est pas rigolo. Et en fait, au final, tout ça s'est envisagé pour l'inondation en commun. Là, pour Port-Marly, on est intervenu, parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils étaient 4, effectivement. Mais ça n'a pas été la première intervention. Déjà, d'abord, aller sauver les personnes. Maintenant, pour ce qui est le feu ou l'effondrement, là, vous ne pourrez pas intervenir. Alors la BNF a connu un problème d'inondation sur le site François Mitterrand il y a quelques années avec le système de sprinklage. Oui. Oh, il ne s'est pas déclenché, il a fui tout simplement. Et je crois que c'était 3000 volumes, quelque chose comme ça, qui avait été touché. Effectivement, là, c'est intervenu en local, c'est dans les étages d'une des tours, je crois que ça avait claqué. Mais effectivement, voilà, l'eau, c'est une prise en compte locale qui peut faire appel à des gens autour. Le feu, c'est dû à des travaux, à un court-circuit, à tout ce qu'on veut. Rio, on va polémiquer longtemps sur l'origine, je pense, parce que tout le monde va essayer de remettre la responsabilité sur le voisin. Mais effectivement, il y a 2 sources potentielles. C'est un ballon allumé. Ils aiment beaucoup les ballons éclairés type feu d'artifice au Brésil. Donc c'est soit ça qui est retombé sur le toit, soit le système électrique qui est remonté à l'Antéchrist. Effectivement, donc c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux, qui en fait ont fait que l'incendie donne les conséquences que l'on connaît, sans système de détection, sans préparation, On vient d'écrire un article dans Sapeurs-Pompiers Magazine, où justement on traite de cette problématique en disant qu'en France, on a quand même une anticipation qu'ils n'avaient malheureusement pas. Alors l'anticipation n'empêche pas le problème, mais elle permet de l'anticiper, alors qu'ils ne l'avaient pas. Mais le feu, ça va être compliqué. Effectivement, le feu, ça va être très compliqué. Le local pourra sortir tout de suite. Dites-vous bien, et ça c'est un message que je passe, c'est le professionnel qui reprend la casquette, le feu, ça tue pas. C'est la fumée qui tue. Et on ne s'en rend pas compte. Donc quand on veut faire du bien, on veut aller sauver quelque chose, on va respirer des cochonneries, et c'est ça qui va vous intoxiquer. C'est pas la chaleur, c'est pas le rayonnement, c'est pas la flamme. Le feu peut tuer, mais rarement, très rarement. C'est la fumée qui tue. Quand on n'est pas équipé, qu'on n'est pas protégé, qu'on n'est pas formé, on va au-devant de très gros problèmes en voulant avoir les meilleures intentions du monde. Oui, alors il n'est pas question à la BNF d'intervenir pour ça. Là, je passe un message. Ah bon, d'accord. Ne vous inquiétez pas. C'était la fumée tue. Voilà, c'était surtout ça. Donc effectivement, mais de toute manière, il faut... Aujourd'hui, le travail en commun est une évidence. Je rappelle juste, puisque tout à l'heure je parlais du château de Lunéville, à l'époque, on était parti du principe que c'était une guirlande de Noël qui avait déclenché l'incendie. À l'époque. Les enquêtes après ont montré que c'était tout à fait autre chose, mais c'était la première supposition qu'il y avait eu. La guirlande du sapin de Noël de l'armée, dans le grand escalier. C'était ça, tout à fait. Voilà. Mais du coup, donc, vous parlez de tuer. Ça me fait poser une autre question, puisqu'on a parlé d'incendie, on a parlé d'inondation. Est-ce que le risque attentat rentre aussi dorénavant dans les questions des plans de sauvegarde et dans les anticipations pour les problèmes rencontrés au sein des structures patrimoniales? C'est vrai que les bibliothèques archives, c'est moins, puisque ce sont quand même des endroits moins ouverts, sauf les expos, bien évidemment. La Bibliothèque nationale c'est un grand établissement sensible. Très public, oui, sensible. Nous, on l'est aussi à Versailles, bien évidemment. On peut avoir jusqu'à 40 000 visiteurs par jour. Donc c'est quand même, on peut avoir jusqu'à 10 000 personnes massées dans la cour d'honneur en même temps. Le risque attentat est pris en compte, mais aujourd'hui, pas tellement pour la préservation des collections, il est essentiellement pris en compte pour la préservation des personnes. Certes, au Moyen-Orient, en Asie, on a eu des destructions de structures patrimoniales, de sites, Palmyre, les Bouddhas d'Amiens, etc. Tout ça, ça a été touché. Mais en Europe, on sait que le but d'un attentat, avant tout, c'est toucher l'humain.
C'est ce qui va frapper le plus. C'est parce que la collection patrimoniale, elle n'est pas envisagée en premier lieu. C'est frapper les gens, donc c'est pas détruire Notre-Dame de Paris ou faire péter la Tour Eiffel. Alors, si on peut faire coup double, c'est parfait. Mais c'est le but, hein, c'est terroriser les gens, les frapper, et marquer tout le monde. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que le risque attentat, d'ailleurs, les secours publics ont l'interdiction. On considère la zone d'attentat comme une zone rouge. Vous ne pouvez pas rentrer en zone rouge, y compris pour sauver les personnes qui sont blessées, tant que les forces de l'ordre, donc police nationale ou force spéciale d'intervention, ne décrètent pas la zone verte. Et on est stationné 1 kilomètre en amont, en attente. Donc le risque attentat, il est surtout envisagé avant tout pour la protection des personnes, pas des biens. Par contre, il existe aussi le risque de vandalisme, oui. Qu'on a pu rencontrer, enfin pas exactement, pas à la BNF en tout cas, mais dans différents musées. Donc des actions qui ont conduit des personnes à déchirer au couteau des œuvres ou à déverser des produits chimiques sur des tableaux, ou à, si ce n'est déverser des produits chimiques, au moins les repeindre avec du spray. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était Avignon, ça. Comment ? C'était Avignon, ouais. ça, je crois. Et donc, le plan de sauvegarde doit prévoir... ce qu'on prévoit, ce n'est pas une intervention pour empêcher ces personnes d'agir, ça relève de la police, du service de la sûreté. Mais par contre, on a préparé des fiches avec des restaurateurs sur les premiers gestes pour l'intervention sur les œuvres blessées, les œuvres agressées. On est dans la même problématique avec les évacuations en cas de sinistre, puisque nous n'envisagerons pas, effectivement, dans les plans de protection des œuvres et d'évacuation, les secours publics n'ont pas envisagé les mesures curatives. Ce n'est pas de leur compétence. D'abord, ils n'ont pas le savoir-faire. Ils n'ont pas l'anticipation scientifique pour pouvoir envisager une prise en compte d'une œuvre qui a été barbouillée ou même maculée dans un sinistre, tout simplement. Au C2 RMF, on sait qu'on a plein de produits chimiques. Et pour cause, c'est de la restauration. Donc il y a plein de cochonneries qui traînent, mais qui sauvent les œuvres, mais qui, en cas de problème, peuvent les abîmer. Donc ça veut dire que là, on est à cheval sur un dilemme. Donc on est à cheval sur un dilemme qui fait qu'il y a eu une inondation, quand je ne sais plus si j'étais encore au Louvre, il y a eu une inondation, justement, une grosse crue. Le 4e, le -4, avait été pratiquement noyé. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à certains. Et effectivement, il y avait quand même pas mal de choses qui flottaient, avec notamment un mélange de produits. Et les pompiers de Paris avaient eu beaucoup de mal à rentrer au -4, enfin à hésiter à rentrer au -4, tant que la zone n'avait pas été déclarée saine d'un point de vue sanitaire. Parce qu'on n'allait pas faire rentrer des gens dans des eaux souillées avec des matières agressives au point de passer au travers des tenues de protection qui sont pourtant très fortes. Donc ça, effectivement, c'est une prise en compte. Mais ça, c'est plus les secours. Là, effectivement, c'est l'anticipation des gestionnaires de collection qui peuvent ensuite amener les mesures curatives. Tout ce qui a été mouillé à Port-Marly ou à Saint-Quentin-en-Yvelines chez Aragon et Luard, moi, j'ai demandé tout de suite à ce que la BRAC soit prévenue. Il faut absolument qu'on informe. Le pompier va rentrer dans le site en premier, quand il intervient, puisque le scientifique ne peut pas physiquement. Donc en fait, il faut qu'ensuite l'information soit donnée. J'ai traité un feu au Vésinet, où il y a eu beaucoup de fumée sur des toiles, dans une église classée monument historique, l'église Sainte-Marguerite. Les toiles ont été souillées de fumée, les vitraux ont été souillés donc de matière grasse et acide, mais je l'ai su 1 mois et demi après. Trop tard. Enfin, pas trop tard, mais les chimies avaient déjà commencé à se mettre en œuvre. Donc ça veut dire qu'il faut intervenir tout de suite, donc il faut transmettre l'info. Dans le cadre, on le sait très bien, dans le cadre des papiers mouillés, il faut congélation, hein, entre autres, mais il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres solutions. Mais il faut le traiter tout de suite, il ne faut pas attendre 3 semaines qu'il y ait des germes qui soient installés de partout. Mais encore faut-il que l'information soit transmise. Et là, à ce moment-là, on vous repasse le bébé. Cadeau, mais chacun son truc. Et, oui, vous voulez rajouter ? Oui, je crois qu'on a beaucoup parlé là des fiches d'intervention pour le plan de sauvegarde, mais et on est passé un petit peu vite peut-être sur les risques. Mais... Voilà, j'allais juste revenir dessus très rapidement, mais allez-y, vous continuez. Non, j'allais dire que le plan de sauvegarde des collections, on aurait tort de le considérer seulement sur le plan des fiches de traitement des œuvres, de fiches comment emballer, comment transporter, évacuer, décrocher. Pour que le plan de sauvegarde fonctionne, il faut qu'il s'intègre dans une organisation plus générale qui
qui implique tous les niveaux hiérarchiques de l'institution. Et que ce soit dans une grande institution comme la BNF ou au niveau d'une institution peut-être plus petite, mais qui, par exemple, à l'échelle d'une commune, un musée ou une bibliothèque implantée sur le territoire d'une petite ville, ne devrait pas concevoir son plan de sauvegarde des collections comme seulement des fiches de traitement, d'évacuation, de décrochage. Au contraire, il faudrait que son plan s'intègre dans l'organisation locale de secours. C'est le plan communal de sauvegarde. Alors tous les maires, évidemment, n'ont pas achevé leur plan communal de sauvegarde, mais quand même, c'est une démarche qui avance. Et c'est notre responsabilité, la responsabilité des responsables de bibliothèques, de musées, d'archives, de se rapprocher du maire pour faciliter l'intégration du patrimoine dans ce plan plus général. Et quand on appartient dans une institution comme la BNF, on n'est pas c'est pas parce qu'on a rédigé des fiches qu'on va pouvoir les mettre en œuvre si la direction générale, la direction de la communication, la stratégie ne sont pas partie prenante du dispositif, parce qu'il va falloir décider de fermer ou pas des salles de lecture, de fermer ou pas des salles d'expo. Et c'est pas parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace et de beaucoup d'un personnel nombreux que c'est possible. Alors, le plan de sauvegarde des collections doit pouvoir s'intégrer dans un plan plus général, soit un plan de gestion de crise, soit un plan de continuité de services publics. Mais ce n'est pas un plan qui devrait être isolé et conçu isolément du reste. Oui, c'est un outil dans un bloc. C'est ça. C'est une évidence, on dit une évidence, mais c'est un outil qui fait partie d'un tout. C'est un des outils. Mais c'est un des outils à un moment précis d'une crise. Crise qu'il faut anticiper, parce que ça permet d'éviter d'utiliser les fiches. Donc c'est tout l'amont. Et après, il faut prévoir l'aval, notamment la com. Là, on vient de parler de la com. Parler de la com après des destructions d'œuvres, notamment, il faut préparer les gens aussi. C'est pareil, hein, les services de com, là, au boulot. Hein. Et là, bonjour. Parce que, voilà, pour expliquer ce qui a été endommagé, ce qui ne l'a pas été, est-ce qu'on communique pas, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on ferme. Alors, les petits musées, il ne faut pas se poser la question, ils fermeront, puisque c'est trop petit pour arriver à gérer une prise en compte de sinistres. Après, les grosses usines, c'est différent. Et il faut aussi se poser la question de la communication au moment des faits. Tout à fait. On se souvient notamment, pour les assidus des réseaux sociaux, quand le Louvre a fait son évacuation lors des derniers risques d'inondation, certains conservateurs ont tweeté tout au long des évacuations d'œuvres et du remisage, ce qui a posé quelques petits problèmes au niveau de la sécurité, justement, et ensuite la conservation des œuvres. Et puis il y a aussi la surmédiatisation d'une info qui est déviée. Tout à fait. Puisqu'on a l'exemple à Versailles, avant que j'arrive, il y a eu un feu dans un transformateur qui est hors du bâtiment. Alors, ce feu-là ne pouvait pas impacter le palais, c'est sous la chapelle royale, mais dans un lieu à part. C'est un feu de transformateur électrique. À l'époque, il a été décidé que tout de suite on communiquait, c'était pourquoi pas, mais ça a fini sur CNN Japon, une demi-heure après, et c'est pas une blague, le château de Versailles est en flammes. C'était pas le cas. Le Louvre a connu la même chose, hein, voilà, avec un chantier qui était aux abords du musée, qui n'avait rien à voir avec le musée. La fumée s'en est échappée et tout de suite aussi ça a été relayé sur... C'est immédiat. Aujourd'hui, les techniques de communication, ce que je disais au tout début, les techniques de communication font que par l'iPhone, Internet, enfin tout de suite les réseaux sociaux, c'est immédiat et c'est à l'autre bout du monde en 2 secondes. En 2 secondes, c'est à l'autre bout du monde, avec des photos, des vidéos, et tout ça c'est exploité, surexploité. C'est le gros danger. Un dernier exemple, hein, cette fois on va dire dans la vie civile, entre guillemets, on a entendu parler de l'effondrement des immeubles à Marseille. Oui. Voilà, donc la peur panique et également vis-à-vis des médias, la volonté d'avoir le scoop ou autre chose a fait que à Charleville-Mézières, hier, au moment où les pompiers sont intervenus, des caméras de France 3 étaient présents également et ont filmé en direct l'effondrement de l'immeuble. Alors, le hasard voulait aussi que le chef de l'État n'était pas forcément très loin. Tout à fait. Mais, donc ils étaient sur place. Mais par contre, si vous voulez la petite anecdote rigolote sur les réseaux sociaux, et là, désolé, je vais revenir à Versailles, tapez. Ayez juste la curiosité de taper sur Google. Sauvetage, oiseau, château Versailles.
Vous verrez mes personnels en train de sortir une mésange de câbles électriques dans la cour d'honneur. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, elle était prise dans des câbles au-dessus de l'escalier de la reine à la sortie. Et vous avez 4 personnes différentes qui ont filmé ça avec un iPhone et qui l'ont foutu sur YouTube. Le scoop du siècle. On a un oiseau, pauvre petit oiseau, qui a perdu une patte d'ailleurs au passage, mais ça on ne le voit pas sur YouTube, ça vole, hein, ça vole très bien quand même. Mais donc du coup, il est... Voilà. C'était ça où il s'est électrocuté. Hein. Donc, voilà, mais ça, c'est le danger. Et c'est le but, c'est que quand on a un sinistre, ça va être d'où la problématique du public présent, ça va être de sortir le public, parce que non seulement il y a les mauvais voyeurs, mais il y a aussi les gens très mal intentionnés qui profitent du sinistre pour embarquer les choses. Donc ça, c'est le danger aussi. Et dernière question, justement, avant d'aborder les questions avec la salle, enfin de laisser la parole à la salle. Au moment de l'élaboration, justement, des plans de sauvegarde, au moment de la réflexion autour des risques que l'on peut avoir dans les bâtiments et dans les lieux patrimoniaux, est-ce que vous avez des incertitudes, très certainement? Est-ce que vous avez des doutes? Comment les relever? Comment passer outre? Comment essayer d'aller au-delà, finalement, de tout ça pour vraiment être proactif? Faites l'annonce, je fais l'aval. Les doutes, on en a beaucoup. On a surtout peur de ne pas être suffisamment préparé. Est-ce que les collègues sont suffisamment formés? Est-ce que ils auront retenu les bons gestes? Est-ce que c'était vraiment les bons gestes qu'on leur a proposé d'accomplir en urgence? Bon, ça c'est des doutes inhérents à la formation et à l'élaboration. Il y a d'autres zones d'incertitude qu'on a rencontrées, en particulier, mais dans le cas de la crue. Avant 2016, quand on parlait de crue de la Seine, il faut bien dire qu'on passait quand même pour des hystériques. Il fallait bien s'occuper du plan de sauvegarde des collections pour ne penser qu'à la crue. J'exagère quand même beaucoup, mais il y a toujours un peu de résistance quand on doit aborder la question des risques. Une résistance qui est liée au manque de dialogue interprofessionnel. Je ne parle pas des pompiers, mais peut-être de nos collègues des services techniques qui ne sont pas toujours disposés à réaliser des évaluations des risques et à en transmettre les résultats. En tout cas, il nous manque des informations sur ce plan-là. J'ai parlé de l'incrédulité face au risque de crue. Et puis l'effet inverse, qui peut être le corollaire d'un plan de sauvegarde qui existe depuis de nombreuses années, c'est pour certains collègues l'assurance de savoir-faire et qu'on y arrivera, on est nombreux, on sait faire. Voilà, ça c'est des zones d'incertitude ils peuvent être croisés aussi avec le doute sur la proportionnalité des moyens qu'on prévoit. Alors, typiquement, un projet de musée avec de nouvelles vitrines, est-ce qu'il faut des vitrines ignifugées ou pas? Moi, j'aimerais beaucoup, mais ça coûte très cher. Et donc, voilà, il y a des arbitrages évidents, mais voilà, donc, cette question de la proportionnalité des mesures de précaution, c'est aussi un doute certain. Alors, il existe des leviers pour faire face à tous ces doutes, pour se rassurer aussi. C'est d'une part les entraînements. Les entraînements réguliers dans des conditions qui soient reproductibles en situation d'urgence, donc des entraînements en situation réelle, ça a beaucoup d'avantages. Ça nous permet de nous entraîner en groupe. Ça permet aussi d'identifier nos zones nos faiblesses, d'identifier pas seulement les faiblesses, mais aussi ce qui marche bien, des réflexes intéressants de collègues qui n'ont pas participé aux phases d'instruction, mais qui sur le terrain trouvent des idées intéressantes. Donc il y a beaucoup d'avantages à réaliser des entraînements et des exercices grandeur nature. Un entraînement qu'on a envie de développer, c'est celui qui concerne la traçabilité des transferts en situation d'urgence, puisque on a beaucoup de difficultés quand on évacue des collections en nombre
à les identifier, les compter, savoir exactement où elles sont, à quel moment. Donc ça, cette question de la traçabilité, on a besoin de s'entraîner un petit peu plus. Mais pour s'entraîner, il faut dégager du temps. Il faut que tout le monde soit disponible et enclin à ces exercices. Quelque chose de positif qui a été réalisé à la BNF, c'est la mise en place d'un dispositif de gestion de crise. C'est un dispositif qui est assez récent, qui date de 2015 à peu près. Et depuis la mise en place, alors c'est pas miraculeux, mais ça permet quand même de réunir toutes les professions autour d'une table et de parler devant la direction générale de l'état d'avancement de la préparation et de l'identification des risques. Alors il y a sûrement d'autres pistes, mais pour moi ça c'est vraiment les deux plus importantes. Oui, alors d'un point de vue, effectivement, doute, incertitude, on en a tout. Heureusement d'ailleurs, hein. Si on avait la certitude de tout avoir, on irait dans le mur. Donc le doute, il faut qu'il soit constructif. Il ne faut pas qu'il soit culpabilisant. Parce que si vous culpabilisez en disant je doute, le jour où on y arrive, je doute et je ne fais pas. Donc ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est un doute, effectivement, qui fasse se poser des questions et pour avancer. Donc ça, après, c'est psychologique, je sais, c'est facile à dire, mais voilà, il faut que le doute soit constructif. Maintenant, les manœuvres, effectivement, c'est une évidence. C'est ce qui a été mis en place à Chantilly depuis des années. C'est ce qui est fait en place tous les lundis matins au château de Versailles, en double avec les pompiers et le service incendie, les pompiers extérieurs et le service incendie. À Chantilly, quand même, Monique Garnier-Pell était très en avance, puisqu'elle a accepté qu'on intervienne dans les collections et qu'on bouge des collections. Pas des copies. Parce que, bien évidemment, il y a l'appréhension pour le sauveteur. Alors là, on va en arriver sur un sauvetage par les secours publics sur de l'incendie. Ce n'est pas de déplacement d'innovation, mais où on va rentrer dans les salles du musée et éventuellement déplacer une copie ou un sur un, mais au milieu des autres œuvres. Donc là, il y a un vrai déplacement. En plus, nous, ça nous a permis dans les Yvelines, notamment au niveau des manœuvres, de pouvoir voir si le plan était applicable, si le document opérationnel pouvait être mis en œuvre. Effectivement, on a vu des incohérences. On avait tout planché sur table, mais une fois qu'on va sur le terrain, on se dit non, c'est pas possible. Donc du coup, on réajuste. La mise en place du canevas, qui est aujourd'hui plus ou moins mis en place pour tout le monde dans les Yvelines, ça a demandé 4 ans. 4 ans de réflexion, d'analyse, de rédaction, de donner à des gens qui n'y comprenaient rien, est-ce que vous comprenez, pour voir justement si c'était applicable, de faire des manœuvres in situ, de regarder, de déplacer des œuvres dont j'avais dit à tout le monde qu'elles étaient vraies, mais d'abord c'était fausses. Mais ça, il fallait quand même mettre un peu de pression au sauveteur pour qu'il ait l'impression de déplacer quelque chose de grande valeur, de valeur, parce que bien évidemment, ils m'ont cogné un ou deux cadres, ils se sont dit, oh, on a cassé la Joconde, et enfin, c'était pas la Joconde, mais ils avaient un peu c'était le but. C'était qu'ils étaient cette appréhension de toucher du vrai, qu'il n'était pas, mais qu'ils aient l'appréhension. Quant à la traçabilité, effectivement, alors on l'a envisagé, puisque on considère, nous, là, à ce niveau-là pour le sinistre, qu'il va avoir lieu à 4 heures du matin en plein mois d'août, c'est-à-dire quand tout le monde sera en vacances et que la maison sera fermée, uniquement sur vidéosurveillance. Donc c'est que des gens inexpérimentés en matière de patrimoine qui vont intervenir dans le sinistre. Et ça va être la majorité des cas. Je ne parle pas des grandes maisons comme les nôtres, mais ça va être la majorité des cas, des collections un peu partout sur le territoire. Donc ça veut dire qu'il va falloir sortir les œuvres, quel que soit le support, et les stocker à un endroit précis. Et il y a un cahier, puisqu'il y a une procédure, enfin au moins dans les Yvelines, maintenant je vais la mettre en place dans l'Oise, et à Angers c'est fait, mais également en Mayenne et probablement en Loire-Atlantique, où vous avez un groupe évacuation d'œuvres d'art en plus du traitement du sinistre. Le groupe, il est constitué de gens, de pompiers déménageurs, qui vont être là que pour ça, qui vont sortir les œuvres, les emmener à un pompier secrétaire, qui a une liste, justement, des œuvres, et qui recense tout, et qui ensuite fait stocker avec la police et la gendarmerie. Ou ça dépend qui est sur place. Mais ça, c'est effectivement la traçabilité, et c'est comme ça qu'on arrive à vendre le document aux conservateurs en province en général. Les conservateurs, ça aime bien la traçabilité. Donc, on leur dit, effectivement, voilà, on va sortir les choses, mais on va vous... Même si vous êtes à New York en train de faire une conférence au même moment, on pourra vous dire au fur et à mesure ce qui a été sorti et où ça se trouve. Le but, alors, tout ne sera pas parfait.
Non, non, non. Parce que dans le bazar de l'intervention, il y aura une part d'improvisation évidente. Surtout sur des gros sinistres comme à Rio, par exemple. À Rio, s'il y avait une évacuation potentielle, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, ça aurait été le sauve-qui-peut général sur 20 millions de pièces. Donc c'est absolument... Enfin, ça aurait été le bordel total. Hein. Donc il faut être très clair. Mais après, quand on peut essayer de rationaliser... Il faut anticiper. On peut pas, on fait ce qu'on peut. Et puis du coup, les retours d'expérience formalisés, c'est aussi riche, très très riche d'enseignements, et on devrait les réaliser pas seulement dans les suites d'un sinistre, mais aussi dans les suites des exercices. Bien sûr. Alors nous, on a les rétex, hein, ce qu'on appelle un retour d'expérience. Le rétex existe et il est matérialisé par des rapports remis et en interne au secours public et en externe aux gestionnaires des collections. D'autres choses? Non? La parole est à vous. Suite à ces 3 quarts d'heure de discussion, avez-vous des remarques, des questions, des choses complémentaires? Oui, oh oui, des mains se lèvent, miracle. Attendez, on vous passe juste un micro sans fil. Merci de préciser votre nom. Bonjour, donc Virginie Verdi, musée de Châlons-en-Champagne, donc Grand Est. Et eh bien nous avons réalisé notre plan d'évacuation des œuvres pour le plus grand de nos 3 musées. Et je dois dire qu'en Champagne-Ardenne, il y a un service spécialisé dans le déplacement des œuvres d'art chez les pompiers, le SD 51. Il est situé à Reims. Donc, quand j'ai commencé mon plan d'évacuation, j'ai contacté les pompiers de Châlons qui m'ont dit de contacter justement la personne référente, dont malheureusement je ne me rappelle pas le nom, mais je peux vous l'envoyer par email si ça vous intéresse, qui, elle, est vraiment spécialisée dans ça. Du coup, ils nous avaient dit, en ce moment, ils sont en train de tester en vrai à Reims, donc venez voir. Donc, on est allé voir leur essai en vrai dans les salles. Alors, c'est en situation réelle, c'est-à-dire qu'on éteint les lumières, parce que contrairement à ce qu'on pense, quand il y a un feu, il fait noir. On est dans la fumée, donc on voit rien. Donc c'était dans le noir. On suivait les pompiers. Bon, on n'était pas dans leurs pieds, évidemment, parce qu'ils devaient quand même travailler. On a vu comment ils avaient fait. Donc ils avaient mis des répliques dans une salle à part. Mais il y avait différents types d'objets, donc des sculptures, des tableaux, etc. Du coup, on a fait la même chose chez nous. C'est-à-dire, nous avions déjà quasiment finalisé notre plan d'évacuation avec nos priorités 1, nos priorités 2 et les à protéger sur place. Et quand on a fait venir les pompiers de Châlons, il y avait également cette personne de Reims qui, elle, était habituée au déménagement d'œuvres d'art. Et, justement, il était pompier déménageur, il y avait également le pompier secrétaire, etc. On a fait exactement la même chose. Nous, on a décidé de le faire vraiment dans les salles. On a choisi une salle, il faut choisir un scénario quand on le fait. Donc nous, c'était un feu qui avait pris dans une salle à côté, dans une boîte électrique, parce qu'il faut évidemment savoir également quel est le type du sinistre. Donc à ce moment-là, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait dans les vraies salles, mais les choses à évacuer étaient des objets réels, mais non patrimoniaux. Donc voilà, donc il y avait les deux. Donc il y avait des vrais objets autour d'eux, mais ceux qu'ils déménageaient ne l'étaient pas. On leur a pas dit comment manipuler les œuvres. On a mis tout type d'œuvres, notamment on a mis par exemple, alors on a la chance extrême d'avoir tous les cadeaux protocolaires du maire qu'on conserve dans nos réserves. Donc parmi ces cadeaux protocolaires, on avait une belle boîte, une caisse marocaine en bronze, donc bien lourde. Et on avait fait une fiche exactement comme les autres fiches. Alors nous, notre principe, c'est qu'on n'essaye pas de dire le poids. Plume, c'est léger. 1 poids, c'est un peu lourd. 2 poids, c'est assez lourd. 3 poids, c'est très lourd. Après, vous vous débrouillez. Pompier, vous devez savoir. Mais par exemple, un pompier ne peut pas savoir si un tableau qui n'est pas très grand est parqueté à l'arrière, il pèse un âne mort. Donc ça, il faut quand même qu'on lui signale que c'est un objet qui est relativement lourd, même si on ne présume pas de combien de kilos il peut transporter. Donc on l'a fait en réel et on était avec eux pour leur signaler quand il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Par exemple, la première chose qu'ils ont fait avec la caisse marocaine, c'est qu'ils l'ont attrapé par les anses. Oui. Donc nous, évidemment, on leur dit, vous attrapez jamais rien par les anses, vous attrapez toujours par en dessous. Donc ça, c'était une des choses. Par contre, eux nous ont dit, par exemple, nous, on leur avait fourni des ventouses pour ouvrir des vitrines, et nous disaient, oula, nous, pour savoir quel côté de votre vitrine est celui qu'on peut ouvrir, ça va être trop compliqué, marteau, on casse la vitre, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, il y a des choses où on a simplifié. Avec du scratch.
Voilà, c'est ça. Donc ça part pas partout. Et après, comme vous le disiez tout à l'heure, un plan d'évacuation des œuvres, du marquage. Donc nous, on a des triangles de couleurs apposés au cartel qui indiquent l'ordre de priorité. Ils sont comme des catadioptres, c'est-à-dire qu'avec leurs lampes, ils vont briller, donc ils vont les voir. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ça donne la liste des courses. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, j'aurais peut-être pas le dire en public, mais on a fait comment dire, des fiches de salle qui se rapportent à ces triangles comme si c'était une information pour le public. Alors vous me direz, ça revient en même, parce que si on lit ce que vous pouvez faire en 20 minutes, hop, 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 c'est les plus importants, ça revient à peu près en même. Mais ça détourne un peu l'attention. Donc ça évite d'avoir, vous allez prendre ça, ça, ça et ça exactement, parce que c'est les plus importants. Mais comme vous le disiez, le plus cher n'est pas nécessairement le plus important pour nous. Et voilà, donc il y avait toute une série de choses comme ça qu'on a fait. Il nous avait dit, par exemple, rien d'écrit. Donc nous, on avait commencé, effectivement, comme vous le disiez, la circoncision du Christ par Jean Cousin, laissez tomber, c'est même pas la peine. Il y a la photo, il y a l'endroit où il est, l'endroit où on va l'évacuer, qu'est-ce qu'il a à sa disposition, si on peut utiliser de l'eau ou pas. Donc par exemple, il y a le gros signe pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, parce que nous, on a quasiment que des tableaux sur panneaux. Donc évidemment, vous aspergez ça d'eau, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est très visuel. Et puis surtout, combien de pompiers doivent agir. Si c'est une chose qu'on peut prendre tout seul, c'est pas grand, ou s'il faut être à 2, à 3, voire à 4, voire on peut carrément pas le déménager, il faut le faire sur place. Donc nous, on a fait tout ça avec le concours des pompiers de Châlons, le SDIS 51. Donc on a eu 3 différentes brigades qui ont fait l'exercice. Donc on a couvert quasi la totalité des pompiers de Châlons, pas tout à fait parce qu'il y en a qui ont dû partir en intervention, et donc forcément, voilà, ils n'ont pas pu le faire. Mais disons qu'il y a une grande partie qui est quand même sensibilisée à ce problème-là. Ça leur a plu à tel point qu'ils l'ont mis dans le calendrier des pompiers. Donc voilà, il y a les photos de l'évacuation des arbres. Ils n'étaient pas en torse nu, hein, voilà, ils étaient tout habillés malheureusement. Vous avez mal négocié. Vous avez mal négocié. Voilà. Mais c'est très bien de découvrir ce genre d'action. Et je vous remercie de l'information. Parce que les SDIS, justement, dans le mot, il y a la faille. Services départementaux d'incendie et de secours. C'est-à-dire que ce n'est pas du national. C'est chaque département est cloisonné et éventuellement ne se parle pas forcément. Donc moi, j'ai mon réseau. Donc je sais pour Toulouse, je sais pour Colmar, je sais pour Angers, je sais bientôt pour Laval, parce que le directeur adjoint de Laval est un ancien du 78, donc il m'a demandé. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, et c'est très bien, dans l'Oise bien évidemment, c'est très bien qu'il y ait des initiatives qui à la base sont individuelles. De gens qui ont une sensibilité et qui ont développé ce type de problématique. Il y a une note de la DMF, Colonel Morin, 2007, donc qui est une préconisation, mais pas une imposition réglementaire. Je reviens toujours sur cet aspect légal. C'est une préconisation déontologique. Et c'est ce que j'allais terminer sur ça, c'est qu'on a fait notre magnifique plan d'évacuation, etc. Et puis maintenant, la plus grosse difficulté, c'est de faire comprendre, on est en validation, en vote budgétaire là, dans les semaines qui suivent, et leur faire comprendre l'utilité d'objets qu'on va acheter qui ne vont jamais servir. Donc à chaque fois, il me dit, mais vous avez déjà des boîtes à outils, pourquoi vous avez besoin d'une boîte à outils? Je dis, oui, mais cette boîte à outils, elle est là pour les pompiers, nous, on n'y touche pas, elle doit être tout le temps là, et ça, c'est très, très difficile à faire passer. C'est la plus grosse difficulté, c'était même pas de faire venir les pompiers, ils étaient ravis, ils ont vu comment ça marchait, ils nous ont corrigé certaines choses, on leur a montré d'autres choses, etc. Le problème, c'est la hiérarchie, leur faire comprendre qu'on va acheter des choses qui ne serviront à rien. Enfin, on espère en tout cas. Même problème dans les Yvelines avec l'EPO, LEPO, l'eau d'extraction et de protection des œuvres qu'on va voir dans l'Oise, c'est mettre 20, 30 000 euros dans du matériel qui va rester coincé dans un camion, qui quand il va être périmé va devoir être renouvelé alors qu'il n'a jamais été utilisé. Et effectivement, mais après c'est une décision. Il y a d'autres arguments. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 20 000 euros tous les 20 ans ou 200 millions d'euros une fois tous les 100 ans? Tout à fait. C'est la question. Et vous verrez ensuite que la question qui sera posée est de savoir si l'escabeau est à prendre sur le budget de fonctionnement ou d'investissement. Exactement, si on ne l'a pas prévu un an à l'avance. Monsieur. Bonsoir, je suis François-Laurent Contenet de la société Décalogue. Nous sommes éditeurs de logiciels de gestion de collection. Et je viens peut-être vous apporter de très bonnes nouvelles par rapport à la dernière remarque de Monsieur Secaldi. Nous avons intégré dans notre logiciel Flora un module de plan de sauvegarde des œuvres que nous avons rédigé conjointement avec le SDIS 04, les Alpes de Haute-Provence, et avec l'École nationale supérieure des officiers et des sapeurs-pompiers.
l'école des sapeurs-pompiers a rédigé une méthode qui s'appelle MASO. Alors on m'a dit que c'était l'humour pompier. Ça veut dire la matrice d'analyse de sauvegarde des œuvres, qui permet dans un logiciel de gestion des collections de qualifier les ordres de priorité et les natures de risques attachés à chaque œuvre. Donc on a intégré dans notre logiciel de gestion des œuvres cette matrice, et nous avons à Quinçon, au musée de Quinçon, musée de préhistoire de Quinçon, réalisé avec le SDIS 04 un exercice grandeur nature qui utilise cette méthode informatique. Et ça a été un franc succès. Donc la manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a simulé un incendie dans le musée avec un générateur de fumée en situation réelle, avec des objets réels. Alors à Quinçon, c'est des objets préhistoriques, donc ils sont relativement solides et on ne risquait pas la casse. Et chaque pompier en intervention avait avec lui une tablette sécurisée qui reprenait un écran qui était géré depuis la voiture de commandement. Et donc ça a vraiment permis de réaliser exactement l'exercice de A à Z dans de très très bonnes conditions. Donc voilà, peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi, au travers de l'École nationale des pompiers, une action nationale, justement, et ce projet et cet exercice se raccordent à un projet européen qui s'appelle Rescult et qui correspond à vraiment ce type de préoccupation à l'échelle de l'Union européenne. Venez au Louvre le 27 novembre, c'est un mardi. C'est l'exercice de formation des commandants d'opérations de secours. Donc ce ne sont que les officiers supérieurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est leur formation annuelle pour les nouveaux COS. Et depuis 2 ans, donc l'an dernier et cette année, ça fera la 2e année, ils interviennent, jour de fermeture, pour qu'il n'y ait pas de risque, dans le Louvre, dans le département des objets d'art l'an dernier, s'il vous plaît, au milieu des meubles. Et ils ont déplacé des meubles, dont un fauteuil, du mobilier Crozat, par exemple, si ça dit quelque chose à certains. La commode de Cressan, ils n'ont pas bougé. Mais elle est à côté. Mais ça, il ne fallait pas. Par contre, le mobilier Crozat, justement, problématique, on prend par les anses, on prend par les accotoirs, on prend par le dessous, on tire sur le dossier, qu'est-ce qu'on fait? Là, les conservateurs étaient derrière, ils étaient à 1,50 m. Hein. Mais c'est vrai que, voilà. Mais par contre, ça a été fait. Et le fait, maintenant, que le monde scientifique, merci, accepte des manœuvres dans les collections, avec les collections, ça crève un abcès énorme, parce que ça enlève un a priori colossal de 2 mondes qui étaient totalement hermétiques et qui maintenant deviennent justement poreux entre eux dans la meilleure des solutions. Alors justement, tout ça sera un petit peu approfondi. Pardon, je vous coupe, mais on pourra approfondir tout à l'heure avec la question des organisations types et des organisations qui fonctionnent, si vous voulez bien. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais dire, je suis Monsieur Fabre, je suis inspecteur santé-sécurité au travail du ministère de la Culture. Donc j'ai écouté que vous avez identifié 3 risques. J'ai écouté aussi le fait qu'il fallait effectivement associer le côté technique et le côté scientifique. Mais je pense qu'il serait aussi intéressant d'associer le côté personnel. Pour la seule raison, c'est que vous parliez d'identification des risques dans les musées, vous en faisiez que 3. Si on regardait du côté, par exemple, chaque établissement a l'obligation de faire des évaluations du risque pour son personnel. Et si vous regardez bien ces évaluations du risque pour ce personnel, il y a certains risques pour le personnel qui représentent également un risque pour les collections. Quand on parle, par exemple, sur le risque environnemental, ça représente un risque pour les agents, mais ça représente également un risque pour les collections. Si vous prenez le risque amiante, même punition. Si vous prenez le risque pour le problème du plomb, même punition. Après, vous avez quand même un risque commun, qui est quand même en général la clé de voûte des 3 précédents. C'est, par exemple, pour le personnel, c'est la question de la coactivité, l'intervention d'entreprises extérieures. On sait très bien qu'en termes d'incendie, on a eu beaucoup d'incendies dans des bâtiments patrimoniaux suite à des interventions d'entreprises, par exemple dans les couvertures. Donc je pense qu'il y a quand même une chose... Avoir des plans d'intervention, c'est bien, mais quand on connaît la Bibliothèque nationale, et je la connais puisqu'elle fait partie de mon périmètre, avec plusieurs centaines de kilomètres de livres, en cas d'un sinistre, ça sera difficile à déplacer si c'est un incendie. Si c'est une montée des eaux, on a le temps. Si c'est un incendie, ça sera plus compliqué. Mais par contre, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est l'anticipation. Si on veut anticiper sur la question de l'incendie, ça concerne également le personnel, c'est d'avoir des installations en parfait état, contrôlées, entretenues. Ça peut être, en termes d'incendie aussi,
le respect des réglementations. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez une réglementation ERP, on a bien défini que des réserves se doivent d'avoir un niveau de protection, environnement et compagnie. Bien souvent, ce que vous avez, c'est que vous avez certains locaux qui n'étaient pas prévus pour des réserves, qu'on transforme en réserves et qui n'ont pas les caractéristiques appropriées. Donc il y a tout un ensemble de réglementations qui existent et qui seraient à respecter. Et il y a beaucoup de risques, si vous faites l'évaluation pour le personnel, que vous pouvez transposer pour les collections. Après, je pense qu'il y a aussi une autre anticipation qui serait à avoir, indépendamment de l'entretien, c'est qu'effectivement, c'est qu'il serait intéressant que quand on construit des bâtiments, c'est de prévoir le coût que ça va représenter en fonctionnement, le coût que ça va représenter en personnel. Parce que vous parliez des petits musées, j'en ai quelques-uns dans mon périmètre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens du fonctionnement. Ils n'ont pas le personnel spécialisé pour le faire. Alors ça, pardon, je vous coupe juste un instant. Ça, c'est vraiment un sujet qui est à part entière. La question justement de l'architecture des musées, de la construction et tout ça, c'est quelque chose qui évidemment est à mettre en avant. Tout à l'heure, en fait, sous forme de petite blague, j'aurais voulu intégrer la question de l'architecte et de la question de leurs interventions par rapport à la mise en place des réserves, par rapport à la mise en place de tout le reste. Par rapport après à la question du personnel du musée, de son fonctionnement, ça c'est quelque chose évidemment qui est maintenant de plus en plus demandé, notamment dans les PSC. Dès la constitution d'un musée, c'est ce qui nous est demandé, du moins, enfin, je vois au niveau de la DRAC Grand Est, qui nous est préconisé amplement pour pouvoir justement évaluer ces risques en amont et parler tout de suite des budgets de fonctionnement et des budgets ensuite qui sont alloués pour la préservation des biens et des personnes, dont le personnel. Excusez-moi si je puis me permettre de prolonger mon propos, mais si vous prenez par exemple sur la question des chantiers, vous avez encore combien de chantiers qui sont déclarés clos et indépendants, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir, alors que logiquement, ces chantiers ne sont pas clos. Il serait nécessaire dans ce cas-là de prendre en compte les conséquences que ça va avoir sur les agents, mais également sur les œuvres. Parce que c'est ce que je dis. Quand vous avez une protection pour la poussière qui n'est pas faite pour le personnel, elle n'est pas faite également pour les œuvres. Pour clore rapidement par rapport à ce que vous avez dit, la réglementation, justement, permet d'anticiper par rapport à tous ces problèmes. Par rapport à l'ERP, hein. C'est les commissions de sécu. Parce que là, je crois qu'il faut qu'on passe au suivant, donc je ne peux pas anticiper les couper. Mais effectivement, ça permet au moins d'atténuer. Je ne parle pas de résoudre, mais d'atténuer. Et surtout de faire pointer par des commissions de sécurité extérieures, dont c'est la tâche, d'ailleurs, principale, c'est de pointer et d'appuyer là où ça fait mal. Excusez-moi si je puis me permettre, la réglementation du Code du travail vous permet exactement la même chose. Et se complète d'ailleurs sur la partie réglementation ERP. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que sur beaucoup de projets, cette réglementation n'est pas prise en compte au moment de la construction. Alors justement, on va aborder cette question-là aussi dans la question organisationnelle qui arrive tout de suite avec les prochains intervenants. Je vous remercie pour votre participation. On se retrouve dans quelques instants. Et je fais... Je fais appel tout de suite maintenant à Roger Lefebvre, professeur émérite des universités, pour nous parler justement des modèles organisationnels efficaces et notamment la question du patrimoine culturel et la résilience des métropoles avec l'exemple de Paris.